c'est déjà possible puisque des alternatives concrètes existent déjà aujourd'hui. Déjà, je voulais remercier Attac de nous avoir invités, nous permettre de nous exprimer ici lors de cette université d'été. C'est très important pour nous. Je vais juste dire deux mots sur les structures pour lesquelles je travaille. La NEF, c'est donc une société coopérative financière qui peut avoir une activité qui s'assimile à une banque, et donc qui est une banque alternative en France. Et puis moi je travaille pour la CFE, la coopérative de finance éthique, et juste pour en dire deux mots, parce que sur la NEF j'y reviendrai par ailleurs. La CFE elle a deux projets. Elle porte d'abord le projet européen de la NEF et de 4 autres structures de coopératives aussi de finance éthique en Europe. Donc un projet européen de finances citoyennes, dont je parlerai aussi plus longuement après. Et la CFE, elle porte également le collectif pour une transition citoyenne dont Attac fait partie. C'est pour ça que je voulais en dire deux mots. Ce collectif-là, en fait, c'est le regroupement à la fois d'associations et de mouvements de l'économie solidaire. Donc il y a 13 associations dedans. Donc d'économie solidaire, je ne vais pas tous les citer. Il y a par exemple, bien sûr, au niveau des finances solidaires, la NEF, Terre de Liens, au niveau de l'énergie renouvelable, Enercoop, énergie partagée, au niveau de l'agriculture biologique, le réseau des biocoop, les jardins de cocagne, etc. Et elle regroupe également des associations plus à visée politique et d'éducation citoyenne comme les Amis de la Terre et Attac. Et le but, c'est vraiment de créer une convergence entre ces deux types de mouvements pour faire un mouvement social qui porte un projet plus d'ampleur. Je pense qu'on part tous du même constat, qui est celui du déni de démocratie en ce qui concerne les prises de décision sur la réglementation financière et économique. On en a largement parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà la dernière en date avec la loi bancaire qui est prise à minima, alors que c'était une des promesses de campagne du président Hollande. Et face à ce même constat, que faire ? C'est la même question. Et les acteurs de l'économie alternative, eux, plutôt que de dire, en faisant ce constat qu'on n'a plus de représentation au niveau des organes politiques et de nos représentants, et bien prenons le pouvoir là où on l'a encore, c'est dans le pouvoir de l'argent. Essayons de redémocratiser la sphère économique en créant des organisations qui soient elles-mêmes démocratiques et qui soient porteuses d'un projet politique. Et l'idée, c'est vraiment pas d'avoir une utopie de long terme, mais vraiment de trouver des alternatives concrètes aujourd'hui et maintenant et d'être dans la révolution par l'agir au quotidien. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas opposer ces deux approches, mais au contraire trouver des convergences entre les deux, parce que l'une et l'autre se renforcent mutuellement. Nous, au niveau des alternatives locales, on est très minoritaire, anecdotique, etc. Et on a vraiment besoin d'un relais aussi politique en termes d'éducation populaire et médiatique pour aussi être relié à ce qui nous caractérise, c'est-à-dire une volonté vraiment de transformation sociale d'ampleur et pas être juste marginalisé et dans la marginalisation. Et d'un autre côté, au niveau des revendications politiques, s'appuyer sur des alternatives concrètes, ça peut être également intéressant, notamment parce que si on commence à avoir un poids financier avec de plus en plus d'épargnants qui nous rejoignent, ça peut aussi donner du poids aux revendications politiques, et parce que aussi ça donne aux militants d'autres formes, un renouveau du militantisme, d'autres formes d'engagement qui passent par l'argent, avec la consommation autrement, avec épargner autrement, investir, voilà, comme on l'a dit auparavant, investir vraiment dans le foncier agricole, dans l'économie locale. Donc vraiment, je voulais appuyer sur cette nécessité, cette complémentarité entre ces deux approches et la nécessité de converger pour trouver des possibles ensemble. Je vais parler de l'expérience de la NEF et des banques alternatives en Europe, et puis des autres types de finances alternatives qui commencent à émerger en France et en Europe également, de fonds citoyens.
Donc voilà, la finance alternative, elle part vraiment de cette remise en cause du clivage entre la sphère politique d'un côté, qui serait le seul lieu de démocratie et de représentation, et la sphère économique, qui serait juste régulée par les forces du marché. Nous, on veut vraiment, on dit que dans la sphère économique, elle est transversée aussi par du pouvoir, elle est aussi politique, et c'est là où il faut que le citoyen reprenne le pouvoir. Donc la question, c'est celle de l'expérimentation concrète pour démocratiser l'économie. Et il y a eu un temps fort, historiquement en France en tout cas, de ces alternatives qui a été au XIXe siècle, avec les coopératives ouvrières, le mouvement des canuts, etc. Et également dans la finance, l'initiative de Proudhon avec la Banque du Peuple, qui est un peu l'ancêtre des selles, c'est-à-dire des échanges non monétaires et sans intérêt entre les pairs. Et puis l'émergence des banques coopératives avec Raiffeisen, qui également voulait de l'échange sans spéculation entre les pairs. Et puis le XXe siècle a connu un peu la banalisation de ce mouvement-là de l'économie alternative, avec à la fois soit une étatisation un peu et des associations qui deviennent des sous-traitants des pouvoirs publics en délégation de services publics, ou alors côté banque coopérative, un mouvement de banalisation, l'isomorphisme institutionnel, la concurrence qui pousse à ressembler à ses concurrents, et voilà les banques coopératives qui créent des holdings ou des filiales SA qui commencent à entrer en bourse, etc., et qui perdent toute leur identité coopérative, la démocratie interne qui n'est plus qu'un simulacre. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est un peu rapide, mais voilà. Et aujourd'hui, depuis les années 80, il y a eu vraiment un contexte de résurgence des mouvements d'économie alternative avec le commerce équitable, les AMAP, le mouvement des selles. Donc c'est vraiment les citoyens qui veulent redéfinir ensemble les règles de la production et de la distribution. Et donc les banques alternatives et les mouvements de finance alternative s'inscrivent vraiment dans ce contexte-là, avec des grands principes qui sont d'abord celui de la transparence. Donc par exemple à la NEF, tous les prêts qui sont accordés sont publiés chaque année, la liste des prêts est publiée avec un descriptif du projet, etc. Une démocratie interne qui va au-delà de, bien sûr on est une coopérative, donc il y a une AG avec un droit de vote, une personne, une voix, mais ça va au-delà de ça. On organise des assemblées régionales consultatives auparavant pour essayer de maximiser le nombre de lieux où les sociétaires peuvent rencontrer les salariés et les instances dirigeantes de la NEF pour échanger, et ça donne lieu à des débats parfois virulents, mais qui sont nécessaires à la vie coopérative. Et puis le dernier, bien sûr, fondement, c'est le fait que ce ne soit pas des activités spéculatives qui soient financées, ce n'est pas la maximisation du profit qui est recherchée, mais c'est vraiment l'orientation par les valeurs écologiques et sociales. Donc en termes de secteur, le premier secteur financé, c'est celui de l'écologie, avec des activités autour de l'agriculture biologique et biodynamique, la distribution, la transformation de produits biologiques, et puis des activités dans le social, avec beaucoup de projets de l'insertion par l'activité économique, ou encore des projets dans l'éducatif et le culturel, avec des projets éducatifs alternatifs notamment. Voilà, pour un peu bien préciser ce qu'est la finance alternative dans ce qu'on appelle les finances solidaires, il faut préciser que les finances solidaires au sens très large, ça comprend également le microcrédit, mais le microcrédit, c'est pas une circulation totale de l'argent. Le microcrédit, l'argent vient en général d'institutions, et c'est pour toucher des segments exclus du marché bancaire traditionnel, les personnes qui sont interdits bancaires, etc., pour les lancer dans des projets. L'épargne solidaire aussi, avec des produits parfois qui sont commercialisés par des banques traditionnelles, qu'on appelle par exemple des SICAV 90-10. Où 90% sont en fait investis dans des activités traditionnelles et 10% dans des projets d'économie solidaire. Il y a les produits de partage où seulement une partie des intérêts, enfin tout ou partie des intérêts est reversée sous forme de dons au secteur associatif.
Et donc nous, la finance alternative, c'est vraiment l'idée d'une circulation totale, transparente et démocratique de l'argent entre les épargnants ou les investisseurs et les porteurs de projets. Donc dans le grand champ des finances solidaires, nous, on représente seulement 18% de ce secteur-là en France, ce qui représente 348 millions d'euros en 2012. Voilà, pour rentrer un peu plus dans le détail des banques alternatives, d'abord revenir un petit peu sur l'expérience de la NEF, qui a été créée en 1978, d'abord autour de... C'était vraiment l'idée de servir de l'argent pour les relations et pour porter des projets alternatifs. Ça a été créé à la fois par des parents d'élèves qui voulaient financer une école à pédagogie alternative, enfin se porter caution pour cette école-là, et puis des agriculteurs en biodynamie qui voulaient aider par le prêt d'autres agriculteurs à pouvoir s'installer avec grâce à des prêts d'argent. Donc ça a fonctionné comme ça sous modèle associatif pendant une dizaine d'années, et puis ensuite, suite à la loi bancaire de 84, l'association a dû se transformer en société financière, société coopérative financière. Et puis elle n'a pas cessé d'innover, elle a créé pas mal de fonds d'investissement citoyen, notamment Terre de Liens en 2006, elle a été à l'initiative de la création d'énergie partagée. Récemment, donc en juin, elle a créé une plateforme qui s'appelle Près de chez moi, et l'idée c'est vraiment de créer du lien très très proche entre, c'est seulement sur la région Rhône-Alpes pour l'instant, du lien très proche entre les porteurs de projets qui ont sur internet, ils peuvent montrer leurs projets, et puis des épargnants, donc c'est vraiment sous la forme de dépôt garanti par la NEF, qui choisissent le projet dans lequel ils vont investir. Donc c'est vraiment l'idée de circuit court de l'argent et de lien fort entre les épargnants et les porteurs de projets. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, la NEF, c'est 30 000 coopérateurs, donc personnes qui ont leur compte en banque, 30 millions de capital social, un bilan bancaire de 300 millions d'euros et puis un encours de prêt de 100 millions d'euros. La NEF n'a pas d'agrément bancaire, de licence bancaire, elle ne peut pas avoir toutes les activités en tant que banque, donc elle doit être adossée par le crédit coopératif, adossée au crédit coopératif, qui gère pour elle tout ce qui est dépôt sur compte courant, donc les dépôts, elle peut gérer seulement les dépôts à terme de plus de 2 ans en propre, et donc ça passe par le crédit coopératif pour tout ce qui est moyen de paiement et puis compte courant. En Europe, on dénombre une quinzaine de banques qui agissent sur les mêmes principes de démocratie, de transparence et de financement de l'économie alternative, et dont 2 qui ont des tailles un peu plus, qui ont des tailles supérieures, sont Triodos en Hollande avec 500 salariés, 400 000 clients, 4,6 milliards de bilan bancaire, si vous voyez. ILS en Allemagne, qui ont 420 salariés, 30 000 membres et 2,7 milliards de bilan bancaire. Et puis ensuite, il y a Banca Etica en Italie et ABS, la banque alternative suisse, qui ont des tailles à peu près comparables à la NEF. Donc on voit quand même qu'il y a un mouvement et qu'il y a quelque chose qui prend au niveau même européen dans la finance alternative, et des initiatives qui se montent, des groupes qui se montent pour créer des initiatives en Islande, en Finlande ou au Portugal. Le deuxième type de finance alternative qui existe aujourd'hui en France sont les fonds citoyens d'investissement. Donc là, l'idée, c'était également de créer des circuits courts entre des investisseurs, des citoyens qui investissent en parts sociales, en achetant des parts sociales dans des coopératives, et des projets dans lesquels il y a un investissement sous forme de capital. Parce que c'est vrai que dans l'économie alternative, les projets manquent souvent de cette forme d'argent qui est de plus long terme, qui est celle du capital. C'est pour répondre donc à cette nécessité-là. Et ça fonctionne exactement sur les mêmes principes de transparence, de démocratie. Voilà, et là, ça peut se rapprocher encore plus en fait du mouvement social, puisque c'est vraiment par l'achat de parts sociales et par un investissement qu'on investit aussi politiquement et concrètement sur des projets alternatifs. Je vais prendre des exemples pour que ça soit sans doute plus concret. Le premier exemple historique, c'est Garrigue, qui a été créé en 85.
Aujourd'hui, il a financé là c'est généraliste, c'est pas sur une problématique particulière. Il a financé 160 projets d'économie solidaire. Il a 30 millions d'euros d'encours. Ensuite, il y a la foncière d'habitat et humanisme qui pareil, fait un appel public à l'investissement. Donc tout citoyen peut investir en achetant des parts sociales et ça investit dans le logement très social. Pour une petite partie, ça permet à Habitat et Humanisme d'avoir des fonds qui viennent d'ailleurs après. Ils ont financé plus de 2000 logements très sociaux et ils ont 61 millions d'euros soulevés sous forme d'investissement citoyen. Il y a la foncière de Terre de Liens qui a un projet d'achat collectif de terres agricoles. Donc l'idée, c'est vraiment de soustraire, puisque, comme on l'a dit, la terre n'est pas une marchandise et ne devrait pas être soumise à la spéculation et au marché. Et l'idée, c'est vraiment par un investissement et un achat collectif de soustraire la terre du marché. Dans les statuts de Terre de Liens, la terre ne peut pas être vendue. Donc le principe, c'est le même. Les personnes achètent des parts sociales, investissent dans la foncière agricole qui va acheter le terrain et parfois le bâti également, le soustraire au marché et ensuite faire des baux de long terme à des agriculteurs qui s'installent en agriculture bio ou en de transition. Et Terre de Liens, donc ça a 7 ans d'existence. Ça a déjà pu permettre le financement de 120 fermes, installer 120 fermes, 120 exploitants. Il y a 6000 actionnaires qui ont investi et 30 millions d'euros d'encours. Ensuite, un fonds très récent qui est celui d'énergie partagée qui vient juste d'être créé. Donc ça, c'est pour l'investissement dans les énergies renouvelables. Et puis, il y a des fonds locaux en fait, qui existent sur plus des thématiques locales et de proximité entre les investisseurs et les projets soutenus. Les défis et les perspectives, c'est au niveau international, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'essaimage de ce type de structure. Par exemple, il y a un réseau qui s'appelle RESCOM qui porte ces coopératives qui peuvent être financées via de l'épargne citoyenne sur les énergies renouvelables. Donc c'est un réseau européen. Il y a un réseau aussi qui commence à naître autour de Terre de Liens avec des projets qui veulent se lancer dans d'autres pays européens. Pourtant, on a des barrières qui sont très importantes et les deux principales, c'est la pression réglementaire, puisqu'on est soumis en tant qu'acteur financier exactement à la même régulation financière donc, qui est très complexe, comme on l'a bien rappelé avant. Et c'est vrai que nous, en termes d'économie d'échelle, c'est très dur de pouvoir suivre cette réglementation-là et du coup d'être conforme aux lois et même de pouvoir se développer par rapport à cette réglementation-là. Il y a vraiment du coup une distorsion de concurrence du fait de notre petite taille. Et puis il y a des barrières culturelles fortes aussi côté investisseurs, puisque c'est pas dans nos habitudes en fait que d'investir dans des projets locaux. Il y a des barrières de peur, etc. Sur des petits projets, sur des projets alternatifs, on a peur de perdre de l'argent, c'est pas du tout rentré encore dans les mœurs. Finir avec le projet du coup qui est un fonds également citoyen de TAMA. Donc c'est le projet qui est porté donc, par la NEF et 5 autres acteurs au niveau européen. Et le but, c'est vraiment de porter aussi un message politique, un écho politique de nos structures au niveau européen. Et TAMA, ça veut dire The Armenie Alternative. La baseline, c'est I Want My Money Fair. Donc tout ça, bien sûr, en référence à Tina Margaret Thatcher, face à l'ultralibéralisme qu'on nous assène en Europe comme étant la seule solution, c'est montré par ce fonds-là et par un investissement citoyen, donc qui permet l'investissement de chacun, montrer que non, c'est possible, une autre vision de l'Europe existe, des économies alternatives qui ne sont pas au service exclusivement de la finance et de la maximisation du profit, mais d'un projet social et écologiques sont possibles et d'offrir ce relais-là au niveau international. Donc c'est plus un projet symbolique et politique et la création a eu lieu là très récemment en juin et le premier appel public à investissement sera lancé au mois de décembre. Et du coup, voilà, j'en reviens à ce lien avec ATTAC et les mouvements
plus politique et d'éducation populaire, parce que ça peut être aussi une forme et un relais de campagne qu'on peut avoir et qu'on peut mener conjointement.